Je ne comprends pas comment on peut faire en Guadeloupe la semaine des mathématiques sans présenter aux enfants les mathématiciens de l'Afrique ancienne et de l'Inde. Le minimum, c'est-à-dire présenter aux enfants, voilà des mathématiciens d'Inde, même un mathématicien d'Inde, un mathématicien d'Afrique, dans l'Antiquité, voilà ce qu'il a fait. Parce que l'Européen, lui, présente ses mathématiciens de la Grèce antique. Il n'y avait pas de mathématiciens romains. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de mathématiques romaines. Le patrimoine de l'Europe en termes de mathématiques, c'est la Grèce antique. Donc, la chose, c'est que nous demandons un traitement égalitaire sur un certain nombre de sujets, quand il faut des droits sociaux, quand il faut faire la lutte syndicale, à tout ce niveau-là, c'est-à-dire que l'enseignant, quand il se sent floué dans ses droits, il revendique des droits qui sont les droits les plus légitimes auxquels il a droit. Mais je dis qu'un enfant guadeloupéen, son droit légitime, c'est l'égalité des chances à l'accès au savoir. L'égalité des chances à l'accès au savoir, c'est-à-dire que de la même façon qu'on lui parle et qu'on lui présente les mathématiciens de la Grèce antique, je trouve totalement légitime qu'on puisse lui présenter les mathématiciens de l'Afrique antique, les mathématiciens de l'Inde antique, les mathématiciens de l'Asie et les mathématiciens de l'Arabie et ceux de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que lui présenter une vision, je dirais, purement humaniste de l'humanité qui peuple la planète aujourd'hui, et faire en sorte que son jugement ne soit pas faussé et qu'il ne soit pas la victime de l'aliénation culturelle organisée par ses aînés. C'est-à-dire les aînés ont organisé l'aliénation culturelle des jeunes générations ici en Guadeloupe. Et après, on va se plaindre du comportement des jeunes, alors que ces jeunes-là, il faut comprendre qu'une pensée repose toujours sur des piliers. Un être humain, une identité culturelle repose toujours sur des piliers. C'est-à-dire que quand vous avez une table, il faut 4 pieds. Si vous n'avez pas 4 pieds, la planche, elle est au sol. Et quand c'est au sol, on ne peut plus appeler ça une table. On appelle une table, vous voyez, une surface plane qui est maintenue en hauteur par 4 pieds. C'est ça une table. Mais on est en train, dans ce pays, de prendre une table, c'est-à-dire une planche, qui est au sol et qui n'a pas de pied, et on veut appeler ça une table. C'est pour ça que je dis que on crée des définitions qui n'ont aucun sens, qui enfreignent même, je dirais, le caractère le plus légal de la logique humaine. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je dis, tout ça, ça permet de voir la problématique, parce que dans ce pays, il y a un recteur d'académie qui relaie le travail qui est fait par l'éducation nationale. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La première chose, c'est de dire la démarche, elle est très intéressante, mais nous commencerons par présenter le patrimoine mathématique du Sud, parce que nous sommes à forte majorité du Sud, ici en Guadeloupe, et les enfants ont un peu tendance à mieux connaître les mathématiciens du Nord, donc de l'hémisphère Nord, et beaucoup moins les mathématiciens de l'hémisphère Sud. Donc on profitera de cette semaine des mathématiques pour leur permettre de découvrir les mathématiciens donc des pays du Sud. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, mais les gens qui sont en charge de ces responsabilités ici en Guadeloupe et qui disent qu'ils sont des Guadeloupéens vont tout simplement, dans un premier temps, dire ben tiens, on va présenter l'intérêt des mathématiques dans tel secteur d'activité.
Donc on va prendre telle personne dans telle société, on va lui dire tiens, viens présenter la démarche mathématique dans ta profession. Et ensuite, on va voir à travers certaines pratiques culturelles quelle est la démarche mathématique de cette pratique. Bon, mais vous savez, je vais vous dire exactement ce que je pense. Ça s'appelle du n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi ça s'appelle du n'importe quoi. Ça s'appelle du n'importe quoi parce que vous n'avez pas construit les 4 pieds qui vont supporter la planche. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la planche et de ce qu'on va mettre dessus, mais personne ne veut aborder les 4 piliers, les 4 pieds qui supportent la planche, de manière à avoir une table. Et pour pouvoir parler des 4 piliers, il faut reprendre justement le cheminement de l'histoire et montrer, comme le dit l'UNESCO, moi je tiens quand même à rappeler, parce que c'est extraordinaire cette affaire-là, il y a eu la conférence de Durban en 2011 où il a été explicitement demandé d'arrêter de faire le truchement colonial de l'histoire. Il y a l'UNESCO qui a écrit l'histoire générale de l'humanité et qui a demandé officiellement de désarmer l'histoire. Je ne savais vraiment, ce terme-là m'a beaucoup touché, la notion de désarmer l'histoire, et c'est écrit noir sur blanc dans le document de l'UNESCO, de manière à faire en sorte que dans les récits et les présentations qui sont faites, notamment aux jeunes générations, que ces jeunes générations puissent voir la collaboration de tous les peuples au génie de l'humanité. La collaboration de tous les peuples, donc au génie de l'humanité à travers l'histoire. Et ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce qui est fait. Et ce qui est quand même assez surprenant, il faut le dire, c'est de voir que en Guadeloupe, nous sommes majoritairement des descendants d'Africains et nous jouons aux ethnologues. C'est-à-dire que nous considérons que nous sommes devenus une ethnie, nous faisons de l'ethnologie, c'est l'histoire des peuples sans histoire, et nous, quand il faut remonter l'histoire, on remonte l'histoire à travers l'histoire européenne. C'est à travers l'histoire européenne qu'on remonte l'histoire, alors qu'il faut pouvoir remonter l'histoire, surtout l'histoire intellectuelle de l'humanité. Il faut pouvoir remonter l'histoire intellectuelle de l'humanité à travers notre ancestralité africaine. Alors, quel est l'autre point de cela? L'autre point de cela, c'est que il faut savoir que il faut pouvoir fonder sa pensée dans le temps. Et c'est le rôle des humanités classiques. Le rôle des humanités classiques, c'est tout simplement avoir la possibilité de fonder, véritablement, de fonder sa pensée dans le temps. Alors je prends un exemple. Descartes est, à travers son cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, on dit que c'est lui qui a introduit la rationalité dans la pensée occidentale. Et ce Descartes a aussi dit que la démarche mathématique permettra de comprendre, en fait, le fonctionnement de l'univers. C'est-à-dire qu'il faut, qu'on peut, à travers une démarche mathématique, comprendre comment l'univers et la nature fonctionnent. Et ça, c'est Descartes qui l'a dit. Vous voyez? Donc, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de pouvoir tout simplement dire à nos enfants, donc c'est-à-dire aux jeunes de la Guadeloupe, que c'est Descartes qui constitue le fondement de cette pensée, c'est-à-dire que Descartes a montré qu'il était possible, donc à travers le raisonnement mathématique, de tout simplement fonder une science de la compréhension du vivant. Mais la chose, c'est que
ce René Descartes qui a émis cette idée à son époque, est-ce que dans l'histoire africaine, nous n'aurions pas aussi, et c'est ça le but des humanités classiques, c'est-à-dire pouvoir se dire, voilà, nous avons, nous aussi, eu une démarche, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de problématique dans cette affaire-là, c'est-à-dire de dire que nous avons eu une démarche aussi, hein, puisque René Descartes, c'est 1596-1650, vous voyez, donc là, on est en gros dans le XVIIe siècle, hein, et de dire tout simplement, alors là, quelque chose de vraiment très simple, c'est que s'il convient de se poser la question, mais quel est le moment clé de notre histoire africaine où nous pourrions dire que nous avons eu ce regard sur les mathématiques? Eh bien, on découvre que un mathématicien africain du nom de Yaméssou, donc qui s'appelle donc Ahmès, mais son nom africain c'est Yaméssou, qui a vécu donc en 1650 de l'ère ancienne africaine, a écrit des traités donc sur un papyrus de mathématiques qui est appelé le papyrus Rin. Il a écrit donc une suite de traités mathématiques, et dans tous ces traités de mathématiques, on découvre même le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore, vous voyez, qui existaient déjà en Afrique plus de 1000 ans avant la naissance de Thalès et de Pythagore. Bon. Mais il faut savoir que Thalès et Pythagore n'ont jamais dit qu'ils ont inventé un théorème, hein. Ça, c'est des histoires abracadabrantesques de gens qui racontent ça aujourd'hui. Mais si vous demandez à celui qui dit que Thalès a inventé un théorème de vous sortir le document de Thalès, il faut que vous sachiez que le document de Thalès n'existe pas. C'est ça qu'il faut savoir, hein. Moi, je vous dis les dossiers, parce que moi, quand on me demande le document de Ahmès, je vous sors le document de Ahmès. C'est-à-dire le papyrus qu'il a écrit de sa main. Je vous le montre. Et il a écrit de sa main, ce papyrus-là, je vous rappelle la date, en moins 1650. Mais quand on vient vous dire que Pythagore a fait un théorème ou Thalès a fait un théorème, vous demandez à celui qui dit que Thalès a fait ou Pythagore a fait de vous sortir le document écrit de la main de Thalès et le document écrit de la main de Pythagore, je vous dis que le document n'existe pas. Le document même n'a jamais existé. Je vous surprends peut-être, mais c'est la stricte vérité ce que je vous dis. C'est la stricte vérité. Il n'y a pas de document écrit de la main de Thalès, il n'y a pas de document écrit de la main de Pythagore. Bon. Et donc, pour en revenir à Ahmès, Ahmès commence son papyrus de mathématiques par une phrase qui est en fait la seule définition des mathématiques que nous avons dans l'histoire de l'humanité au niveau de l'Antiquité. Voilà la seule définition des mathématiques héritées du passé. Il dit « Méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets, par le scribe Ahmès qui a copié cette copie. » Que dit Ahmès en réalité en 1650 de l'ère ancienne africaine? Il dit que ce sont les mathématiques, donc c'est la science mathématique, qui permettra à l'homme de comprendre le fonctionnement de l'univers et de la biodiversité. Vous voyez, et c'est écrit « Méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe ». Méthode correcte d'investigation. Donc, les mathématiques sont perçues comme une méthode scientifique d'investigation du fonctionnement de l'univers et de la nature. Et c'est parce qu'on cherche à comprendre comment la nature fonctionne qu'on va dégager des lois, donc des lois physiques, des lois chimiques et des lois mathématiques. On va vérifier le fonctionnement de ces lois
Et ce sont ces lois-là qui vont nous permettre de vraiment statuer sur le fonctionnement de la planète et qui fait que cette démarche a eu lieu en Afrique, c'est-à-dire de savoir que le soleil, donc la journée, vous voyez, une journée c'est 24 heures, la première fois que ça a été statué c'est en Afrique, et que l'année dure 365 jours. L'année de 365 jours, c'est une invention de l'Afrique, parce que ce sont les Romains, voyez-vous, ce sont les Romains qui ont copié le calendrier africain. Les Romains ont copié le calendrier africain, et vous savez, il y a eu un professeur qui a eu l'occasion de faire une conférence là-dessus, et ce qu'il y a de bien, c'est que justement le passage où il en parle a été enregistré. Donc, je vous laisse écouter ce que dit ce monsieur, justement, sur le fait que le calendrier qu'a utilisé Descartes pour savoir en quelle année il est né, en quel mois et tout ça, vous voyez, au XVIIe siècle, c'était un calendrier africain. Parce que le système, tout ce qu'on appelle les systèmes de mesure, vous voyez, de calcul, d'investigation, c'est l'héritage de l'Afrique. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée, donc, d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial. Vraiment. Voilà. Et Noblecourt dit que Jules César a mentionné que le calendrier de l'Afrique, c'est la chose la plus prodigieuse qui lui a été donnée de voir. Voilà ce que, en gros, Noblecourt dit, Noblecourt, donc une égyptologue française, du point de vue de Jules César, sur ce calendrier africain. C'est la chose la plus prodigieuse qui lui a été donnée de voir, et c'est pour cette raison donc qu'il a tout simplement plagié, copié le calendrier africain. Donc le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, qui est un calendrier de 12 mois, d'accord, 12 mois, hein, qui couvre une période de 365 jours, eh ben cet héritage-là, c'est l'héritage mathématique de l'Afrique, que l'Europe a repris. Alors, en fait, on s'aperçoit que, alors que l'héritage intellectuel de l'Afrique mérite notre attention, pour des bas intérêts qui sont de l'ordre de l'opacité, on voit que, finalement, dans ce pays, chaque fois qu'il est question de faire preuve d'un minimum de sincérité, d'un minimum d'honnêteté intellectuelle et un minimum, je dirais, au niveau du sens des responsabilités vis-à-vis des jeunes générations, on ne peut pas éduquer des jeunes dans l'aliénation culturelle organisée et systématique. Eh ben, on fait finalement la politique de l'autruche et on participe à des programmes où on a pourtant la possibilité de ramener un peu de raison là où il n'y en a plus, eh bien, on participe finalement à une entreprise malsaine de promotion des idées de Gobineau. Et après, on vient dire que oui, on est offusqué quand un tel a dit ça ou un tel a dit ça. Alors que quand il faut faire son travail d'adulte, on ne le fait pas. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je ne dis pas que dans un établissement scolaire, quand on est face à des enfants, il faut rentrer dans un discours militant. Je ne le dis pas. Parce que l'école est un lieu d'enseignement pédagogique
que j'estime être un lieu de valorisation de la culture de tout le monde. Parce que dans les salles de classe, il y a des jeunes qui viennent de beaucoup d'horizons différents. Mais je dis que il faut arrêter, et je suis vraiment très clair là-dessus, il faut arrêter de faire la promotion d'un seul point cardinal, c'est-à-dire le Nord, lorsqu'il s'agit de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Il faut arrêter cette affaire-là et il faut pouvoir présenter les 3 autres points cardinaux qui existent. Parce que il y a une organisation de l'information orientée vers le Nord et même quand cette information ne concerne pas le Nord, on falsifie les faits, on falsifie les données historiographiques pour présenter aux jeunes générations un récit qui n'est pas la vérité. C'est ça le problème de fond. Un récit qui n'est pas la vérité pour ceux qui sont du Sud, aussi pour ceux qui sont du Nord, mais celui qui est du Nord pense que il est la race supérieure. Alors qu'il faut en terminer avec cette affaire. Il faut combattre aussi bien ceux qui pensent qu'ils sont la race inférieure que ceux qui pensent qu'ils sont la race supérieure. Il faut mettre un terme, c'est ce qu'on appelle pacifier l'humanité, il faut mettre un terme à ces bêtises-là. Eh bien, je constate qu'on ne peut pas compter sur beaucoup de personnes, c'est-à-dire la plupart des gens, ici, on ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux parce que soit les gens font mine de ne pas comprendre qu'ils ont une part de responsabilité dans la dérive idéologique qui sera celle du pays demain, parce que les jeunes sont à l'ère de l'information et tout va vite, tout fonctionne énormément vite et il faut donner à ces jeunes un minimum de repères. Il faut leur donner des repères, il faut leur donner des modèles positifs. Des modèles positifs de manière à faire en sorte qu'ils aient un minimum d'estime d'eux-mêmes. C'est ce dont je parle. Donner aux jeunes un minimum d'estime d'eux-mêmes de manière à leur donner des repères historiographiques, des repères dans leur environnement historique, culturel, de manière à faire en sorte que le jeune ne puisse pas se percevoir comme une sous-humanité. C'est de cela dont qu'il est question. Donc, personnellement, moi, je fais justement ce travail avec une très grande simplicité qui consiste à montrer sur des thématiques de mathématiques comment l'Inde, par exemple, à travers un mathématicien, Brahmagupta, a pensé le zéro en mathématiques. C'est intéressant de voir comment l'Inde a eu cette gestation au niveau du zéro en mathématiques, comment les Arabes qui rentrent en contact des Indiens découvrent ce sunya, puisque Brahmagupta a utilisé le mot sunya en sanskrit pour désigner donc l'espace vide, donc ce zéro mathématique, et les Arabes vont développer un vocabulaire au contact de l'Inde, les ziféros, zifres, et zifre, quand les Arabes vont arriver en Europe, va donner chiffre. Donc chiffre a pour antécédent le mot zifre arabe, et le ziféro arabe, c'est ça qui va donner le chiffre 0. Hein, le zifréro arabe va donner le chiffre 0, donc en Europe. Donc voilà comment ne pas dire ça, on va où? Ne pas donner à un jeune qui est originaire d'Inde un minimum de notions sur des modèles positifs, de manière à faire en sorte que son patrimoine historique soit intégré dans la thématique générale et qu'à partir de là, il puisse tout simplement se dire, voilà, j'ai un modèle positif qui émane de mes origines, c'est intéressant, ce monsieur, je ne le connaissais pas, eh ben, ça me permet de voir que, voilà, dans l'Antiquité, il y a eu des mathématiciens un peu partout. Mais quand on prend l'Afrique, il y a un mathématicien qui s'appelle Néferhotep qui a vécu vers moins 1700 de l'ère ancienne africaine, et sur un papyrus particulier, donc qui est le Boulak, il a notifié le 0, et Alan Gardiner, qui est égyptologue anglais, a spécifié qu'il a utilisé un terme qui est le Néphérou. Donc on voit que la façon dont on nommait le 0 en Afrique, c'est par le terme Néphérou, et la façon dont on nommait le 0 en Inde,
c'est par le terme Sunya. Donc on voit que là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que on a inclus justement le patrimoine des peuples de l'humanité dans cette démarche. Et les Arabes qui servent de courroie de transmission vont transmettre ces notions. Et en Europe, ben on ne peut pas ne pas parler d'Euclide. Euclide qui a, lui aussi, mentionné le zéro. Hein, Euclide, bon, il faut savoir qu'Euclide, c'est un Égyptien. Hein, Euclide est égyptien, parce que c'est quelqu'un qui est né à Alexandrie, qui n'a jamais quitté Alexandrie. Et il ne faut pas oublier que dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'est là où il y avait tous les papyrus de mathématiques. Donc, on comprend bien que Euclide s'est intéressé plus particulièrement aux mathématiques en tant que descendant d'Égyptiens, et qu'à partir de là, il a tout simplement synthétisé le patrimoine mathématique de l'Afrique en mentionnant donc la problématique du zéro dans le cadre donc de la présence grecque. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette gestation qui a lieu un peu partout, c'est-à-dire montrer que les peuples se posent la question, mais quand on n'a rien, comment signifier rien? C'est-à-dire quelle valeur on va donner à ce rien? Et vous savez, moi j'explique très simplement aux enfants que la démarche a été dans le sud une démarche pragmatique. Ça veut dire quoi une démarche pragmatique? Ça veut dire que j'ai un œuf dans la main, je ne peux pas dire que j'ai une poule, mais en même temps je ne peux pas dire que j'ai rien dans la main, puisque j'ai un œuf. Donc je n'ai pas la poule, je ne peux pas dire que j'ai la poule, donc je ne peux pas dire que j'ai... vous voyez, je ne peux pas dire que la poule elle existe, donc que j'ai un, mais en même temps je ne peux pas dire que j'ai rien. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un, je ne peux pas dire que j'ai rien. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la forme de l'œuf. Et quand je dessine la forme de l'œuf, ça me donne le zéro. Ça me donne tout simplement le zéro. Et après, c'est une terminologie pour dire que il me reste l'équivalent de l'œuf. Mais je n'ai pas la poule, j'ai l'œuf. Je ne peux pas dire que j'ai rien. Donc, tout cela fait que, effectivement, moi j'ai vu que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des enseignants, de rencontrer des élèves dans différents établissements scolaires cette semaine-ci et la semaine d'avant, puisque j'étais en Martinique. Et les élèves ont applaudi. Les élèves m'ont dit qu'ils ont passé un agréable moment. C'est vrai que j'aurais aimé avoir des ateliers un peu plus longs, parce que 1 heure, je trouve que c'est un peu court. Généralement, mes ateliers mathématiques sont des ateliers de 3 heures. Il y a des établissements scolaires avec lesquels j'ai travaillé, donc sur les mathématiques africaines. Et les ateliers étaient des ateliers de 3 heures. En 1 heure, je trouve que c'est un peu court. C'est un peu court, mais bon, le principe, c'est de donner aux enfants, quand même, l'assurance qu'il existe des matériaux mathématiques africains, il y a des mathématiciens africains, les voilà dans l'Antiquité, et que ce patrimoine-là, il existe. Maintenant, c'est le rôle des enseignants guadeloupéens d'avoir un minimum, je dirais, d'estime d'eux-mêmes, d'estime des enfants et de courage pour dire que nous ne pouvons pas accepter d'être systématiquement exclus de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Ce n'est pas possible. Il faut que l'Europe ait un minimum de respect pour l'humanité dans sa diversité et que nous ne sommes pas allés